taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Pape Djibril Kanté. Il est avocat sénégalo-canadien, expert en droit des affaires. Pape Djibril Kanté a une vaste expérience dans la formulation de projets, mais également de réformes juridiques, de suivi des performances judiciaires. C'est un plaisir, Maître Kanté, de vous recevoir. Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à vous. Tout l'honneur est pour moi. C'est un plaisir de venir dans vos locaux et de pouvoir m'entretenir avec vous sur les derniers développements qu'on a vécu au pays et sur d'autres sujets évidemment. Effectivement, l'actualité, vous en avez parlé. Il sera question de la reddition des comptes qui est d'actualité fortement d'ailleurs, mais également de la renégociation de certains contrats et conventions. Mais nous parlerons dans cette édition des réformes sur le plan juridique, également citoyenneté et conquête démocratique. Alors, dans un premier temps, la reddition des comptes, Maître Kanté, par quel mécanisme doit-on passer pour la reddition des comptes? Expliquez-nous le mécanisme. Merci. Pour la reddition des comptes, il faut savoir de quel compte on parle. On parle de comptes publics ou de comptes privés. En général, lorsqu'on confie des deniers publics à des organismes ou à des gestionnaires, le processus normal, c'est qu'à la fin de l'année, que les comptes soient expertisés, qu'on fasse le bilan. Ça, c'est le processus normal de reddition de comptes parce que chaque dirigeant doit, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, rendre compte. Il y a un commissaire des comptes qui vient expertiser pour que le conseil d'administration ou l'assemblée générale, quand il s'agit de sociétés privées... C'est une tradition. C'est une tradition. Mais c'est pourquoi quand on parle de reddition des comptes, les gens paniquent, on dirait qu'on n'a pas encore acquis cette culture. Peut-être parce qu'il y avait une volonté politique, comme l'ancien président dit le dire, de mettre son coude dans certains dossiers. Mais le fait de dire même, j'ai mis mon coude sur des dossiers, ça veut dire que la reddition des comptes a été faite en amont. Parce que c'est le travail des corps de contrôle de vérifier de façon récurrente ou aléatoire selon dans certains domaines, de rendre compte, de demander aux gestionnaires de rendre compte où est-ce que vous avez mis l'argent public. L'avez-vous dépensé selon les normes de bonne gouvernance ou l'avez-vous dépensé selon l'orthodoxie financière, etc. Et ils vont donner leur point de vue, ils vont devoir s'expliquer. Et à la fin, un rapport est établi et confié aux autorités qui les ont mandatées. Il se trouve qu'on a vécu une longue période où les gestionnaires publics faisaient peu de cas d'une bonne gestion et qu'ils avaient l'assurance qu'ils n'avaient pas de compte à rendre à personne et que même s'ils rendaient compte au président, lui, il avait le choix de les couver en échange de quelques faveurs politiques. Donc il se trouve que là, on est dans une situation tout à fait nouvelle. Les nouvelles autorités ont une autre philosophie de la gestion et de la bonne gouvernance. Et donc, qui contraste avec ce qu'on voyait d'habitude. Tout à fait, et c'est ce qui provoque un peu la fébrilité des anciens gestionnaires. Et ça donne la situation qui fait que dès qu'on parle de rendre compte, ils sont tous un peu en mode panique ou en disant non, attention, c'est la chasse aux sorcières, etc. Mais c'est un processus tout à fait normal. Naturel, dites-vous. Alors, oui, recouvrer les dépenses non justifiées ou tout simplement les mettre en prison. Les mettre en prison, ça suppose des poursuites en amont, mais il faut quand même une approche, disons, j'allais dire multisectorielle, mais il faut prendre le problème par plusieurs. Il y a l'aspect reddition des comptes, lorsqu'on va se rendre compte que les comptes ne sont pas conformes.
qu'on mette la personne en demeure si elle est en mesure de rétablir la comptabilité, de la rétablir. Si on trouve qu'il est plus intéressant pour l'administration ou l'État d'aller piocher ou d'aller chercher l'argent où ça se trouve, donc il y a des formules de négociation pour que la personne fautive rembourse. Maintenant, si oui, mais vous êtes avocat des affaires. Dites-nous quelle option privilégiée pour l'État du Sénégal? La plupart du temps, on va au procès en dernière option. C'est en cas d'échec de la négociation, justement. Lorsqu'on est face à des gens qui ne veulent pas obtempérer, qui ne veulent pas négocier ou qui sont de mauvaise foi. Là, en ce moment, on sera obligé de prendre des procédures, pas forcément au pénal, mais ça peut être au civil. Donc les deux options sont ouvertes. Mais en général, dans le monde des affaires, on privilégie quand même la voie soit de la négociation, de l'arbitrage ou des négociations internes. En général, lorsqu'on est pris, je vais dire, la main dans le sac, on a intérêt à ne pas faire trop de bruit et essayer de négocier en toute discrétion. S'ils ne le font pas ou s'ils sont de mauvaise foi ou s'ils veulent engager un bras de fer, là, l'État a tellement de leviers pour les contraintes, d'où les prochaines poursuites. Mais lorsque ça devient une affaire de banditisme financier, là, en ce moment, le volet pénal rentre absolument en ligne de compte, sans préjudice des processus de recouvrement de l'argent public. On peut les faire concomitamment. Absolument. Alors, de ce point de vue, comment l'appareil judiciaire doit-il se comporter en protégeant et en gardant toute son impartialité, éviter toute ingérence politico-religieuse, entre autres? On a un problème actuellement dans notre pays, c'est que l'image que rendait la justice, le système judiciaire en général, n'était pas des plus reluisante pour tout un tas de raisons qu'on connaît. Et je m'explique quelque part le fait que les nouvelles autorités aient pris un peu leur temps pour un peu réajuster certaines choses, faire le ménage, entre guillemets, avant de procéder à des poursuites pour que, lorsqu'on va lancer les procédures, que le public n'ait pas l'impression qu'on est en train de, comme ils disent, faire la chasse aux sorcières. Mais pourquoi ne pas faire la chasse aux sorcières? Puisque c'est par la nomination d'un magistrat à la tête du département judiciaire. Absolument. Au-dessus de tout soupçon, je fais une parenthèse sur le personnage que je connais à travers un de ses anciens camarades de l'ENA, sans que je le connaisse, mais il y a quelques années, qui m'a parlé vraiment tout bien, tout honneur de la personne. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de le connaître bien avant. Et il est parfaitement fité, capable de relever le challenge de cette réforme. Et je pense que c'est l'une des nominations qui ont fait l'unanimité dans le pays. Chacun était presque soulagé que ce soit cette personne, M. Ousmane Diagne en l'occurrence, qui occupe le poste. Et donc c'est sûr que c'est une charge lourde. Il y a beaucoup d'espoir qui est fondé sur sa capacité. Non pas seulement le magistrat qui sait être indépendant, ferme sur ses décisions, mais quelqu'un qui est capable de conduire les réformes nécessaires en toute lucidité, avec la tempérance. Impartialité. Oui, j'ai aucun doute là-dessus. Bien évidemment, il faut toujours encadrer les actions. Confiance n'exclut pas contrôle, mais il a un très bon préjugés pour conduire les réformes judiciaires à venir. Pour conduire les réformes judiciaires qui sont attendues. Mais alors, dans un contexte difficile, oui, parce que vous avez vu avec les défis sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans, c'est des défis à relever. Et parallèlement, il y a également le dossier de la reddition des comptes. Comment gérer ces deux axes? Je pense qu'ils le font déjà, peut-être sans tambour, parce qu'il y a beaucoup de... S'ils en sont à ce niveau d'être prêts de lancer les procédures, c'est qu'il y a un travail en amont qui a été fait. Beaucoup de ce travail d'ailleurs a été fait avant que la nouvelle équipe prenne le pouvoir. Donc ils vont pouvoir faire leur travail, toute tranquillité. Ça n'empêche pas que les autres aspects du programme du gouvernement ou des nouvelles autorités puissent se dérouler. L'un n'est pas incompatible. La seule chose, c'est qu'à mon avis, l'une des attentes phares envers ce gouvernement, c'est le problème judiciaire.
Donc certainement, même si on ne se précipite pas, il est bon de bien communiquer, de faire comprendre aux populations c'est quoi le temps de la justice, les attentes qui sont justifiées afin de mieux servir les populations. Parce qu'en dernière ligne, c'est ça qui compte. Il y a beaucoup de personnes qui attendent réparation physique, morale, mais ils attendent que la justice leur dise on vous a fait du tort, nous, comme société, reconnaissons le tort qu'on vous a fait, on vous accorde de telles réparations. Je pense qu'il leur faut faire le deuil de ce qu'on a vécu à travers le processus judiciaire, totalement impartial. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va le faire, ce n'est pas des procédures en 6 mois. Là. Et justement, c'est ça le problème avec la forte attente. La reddition des comptes est devenue une exigence sociale. Tout à fait. Deuxièmement, vous avez également les attentes sur d'autres dossiers judiciaires également. C'est ça, mais sauf faire comprendre que la meilleure façon de vous rendre service, c'est de vous faire comprendre pourquoi on prend du temps, pourquoi je fais telle procédure pour régler votre cas. Dans l'autre sens, comme on a eu à le décrire de tout temps, quelqu'un qui est poursuivi par le ministère public, il a aussi des droits. On ne peut pas se lever du jour au lendemain. La présomption d'innocence. Je pense que même l'exemple du Premier ministre qui a suivi tout un tombereau de procédures qu'on a jugé totalement illégales, je pense que ça, c'est des mauvais souvenirs que le monde judiciaire ne devrait plus connaître et que peut-être la meilleure garantie pour dire aux victimes nous allons vous rendre justice, mais nous n'allons pas faire comme on a fait contre vous. Donc, leur faire comprendre ça, leur dire, et puis informer les gens à chaque étape de la procédure. C'est leur droit aussi. Oui, il y a un devoir de transparence absolument. Du point de vue de l'opération qui va être menée. Tout à fait, parce que le procureur de la République, c'est l'avocat du peuple. Et donc l'avocat, il a le droit, il a le devoir d'informer. De tenir informer l'opinion. Absolument, l'opinion et la victime. Et à chaque étape de la procédure, qu'ils lui disent, écoute, on en est là, c'est vers là qu'on se dirige, et au moins que la personne puisse savoir. Mais juste dire que non, on travaille sur votre dossier, puis attendez-nous, non, c'est... Justement, vous avez donné l'idée, mais comment, en tenant compte aussi des intérêts des uns et des autres, asseoir justement un bon procès? Comment? Moi, je dirais, je me mets à la place du poursuivi, on va dire. Je veux qu'on respecte mes droits. Donc, je veux que ça se passe comme c'est écrit dans le code de procédure. Parce qu'il ne faut pas un procès bâclé. Donc la charge, le fardeau, un peu de la justice équitable va revenir aux procureurs qui vont faire les différentes poursuites, de procéder en respectant les droits absolus de la défense. Ce qui ne préjuge pas du verdict de culpabilité ou non, mais au moins ils auront l'impression qu'on n'a pas bâclé leur dossier, qu'on ne les a pas menés juste pour régler les comptes de façon bancale, que si on les a condamnés, c'est parce qu'il y a eu des actes qu'ils ont commis qui n'étaient pas acceptables dans une société libre et démocratique, et que la société voulait attribuer tel type de sanction à tel type de comportement. Et que finalement, la victime aussi puisse avoir l'assentiment ou le verdict, le jugement du peuple pour dire on accorde telle réparation à la victime. Mais on peut pas, la justice ne peut pas se payer le luxe, même si il y a eu beaucoup de drames qu'on a vécu, et c'est légitime que les gens disent qu'on veut qu'on juge les gens qui nous ont fait du mal, etc. On ne peut pas se permettre de faire du travail un peu à la va-vite. Ça ne fait pas sérieux. Et aussi, on a une certaine image à préserver comme pays précurseur vraiment d'un état de droit, et que malheureusement ces dernières années qui étaient un peu écornées, mais non, il faut relever le défi, notre standard, et dire même si telle personne est poursuivie, on va le traiter comme les standards internationaux exigent qu'on traite un être humain. Ça fait partie des droits de l'homme. Ça fait partie des droits de l'homme. Vous avez suivi une des demandes fortes d'une association de droit qui demandait que le Sénégal doit se battre pour retrouver son statut A. Alors, j'espère, de ce point de vue, il y a des démarches qui ont été entreprises jusqu'ici. Alors, quelle réflexion cela vous inspire?
Je ne sais pas. Pour le comité sénégalais des droits de l'homme qui doit se battre pour retrouver son statut A. C'est sûr qu'on avait un lustre qu'il faut reconquérir absolument. On a passé des périodes assez sombres où notre cotation a un peu été dégradée. Et justement, il va dépendre de la façon dont on va traiter ces dossiers qui arrivent. Si on va rehausser notre lustre, notre blason, ou si on va continuer vers certaines tendances qui forcément ne nous plairaient pas. Mais j'ai pleinement confiance aux nouvelles autorités, surtout au ministre de la Justice, qui je pense qu'il est très, très sensible sur ces questions. C'est une personne très pondérée en tout cas, qui sait où elle va. Donc, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Pour vous, les conditions d'une justice équitable sont réunies? Je ne dirais pas ça. Par rapport au dossier de la reddition des comptes? Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut du concret. Mais ce qui est sûr, c'est que... du concret, c'est-à-dire il faut qu'on pose des actes pour nous dire est-ce qu'on a mis assez de moyens, par exemple, dans la justice, à l'aune de la nouvelle des assises de la justice qui se sont déroulées. Il y a des questionnements aussi qui sont posés. Est-ce qu'il appartient juste au milieu judiciaire de définir c'est quoi la réforme de la justice ou il faut associer l'ensemble de la population? Bon, ça c'est des questions. Mais je pense qu'il y a une volonté réelle qui est là et que si on va aller vers une reddition des comptes, en tout cas à travers, si c'est judiciarisé, que ça soit respectueux des droits de la défense, parce que c'est ça qu'on va chercher le plus. Je pense aussi que ces personnes-là ont les moyens de leur défense, vu les montants faramineux qui leur sont réclamés, mais l'État du Sénégal a un fort intérêt à recouvrer ses biens, et c'est normal qu'ils lui mettent les moyens nécessaires. Le grand défi, c'est le recouvrement. Absolument. Au plus vite pour vous. Et c'est ça qui est pragmatique, parce qu'un État qui... vous êtes avocat des affaires. C'est ça. C'est l'enjeu principal, oui, de un cette État qui manque d'argent. Oui. Un État qui manque d'argent. On a pris de façon irrégulière des montants dans le trésor public. Au lieu de se lancer, à mon avis, dans des procédures qui peuvent durer des années, je pense que toute l'expertise doit être mobilisée pour identifier... Vous êtes avocat des affaires? Oui. Identifier où se trouvent les montants, mettre les personnes dans une situation où elles doivent rembourser. Les mettre dans des situations, c'est-à-dire? Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs leviers, on est obligé d'aller au fond. Mais oui, il y a plusieurs contraintes. Je sais pas, on peut aller... D'abord, il y a une investigation qui est là. On peut aller voir les comptes. On peut aller saisir les biens. L'administration en général ou la justice... Sur de simples soupçons? Non, pas de simples soupçons, non. Il y a des... Parce que la phase de judiciarisation ne débouche pas automatiquement sur un procès. Tant qu'il n'y a pas de jugement, il y a toujours possibilité de négocier. C'est des négociations jusqu'au bout, parce que l'instance commence depuis la plainte jusqu'au verdict final. Dans cet intervalle, il y a toujours moyen de revenir sur certaines choses. Il y a des admissions qui peuvent être faites. On peut toujours être ouvert à la négociation. On parle de médiation pénale. Il y a des gens qui savent très bien qu'ils n'ont pas trop intérêt on peut tirer l'élastique. Donc ils vont... Parlez de vos secrets d'avocat en affaires, surtout pour permettre à l'opinion de comprendre aujourd'hui, en cas de dossier, comment s'y prendre et quel entendement devrait-on en avoir. Mais, en fait, chaque dossier va dépendre. Donc peut-être les outils qu'on va utiliser vont varier selon le cas. Mais si j'avais un dossier concret, même je ne pourrais pas en parler parce que ce serait... Mais la démarche pour recouvrer l'argent? La démarche, on va venir constater qu'il y a quelque chose qui manque dans les comptes. On va mettre en demeure la personne responsable, le gestionnaire, il va devoir s'expliquer. Si les explications ne sont pas convaincantes, on va constater qu'il est responsable de tel montant, il doit rembourser. C'est quoi ces moyens de défense, comment est-ce qu'il se justifie. Parallèlement, on va voir que peut-être qu'il a des montants équivalents qui sont venus abonder son patrimoine. Parfois, il y a des responsabilités qui font que
voilà, on a des sûretés sur certains biens, et puis on met la personne dans une situation où, soit c'est des poursuites, parce que là, vous allez devoir vous justifier devant la justice, dans votre fonction, et qu'à la sortie, vous l'avez. Parallèlement, votre société, en tout cas la structure que vous gérez, a connu des pertes, non pas dues à l'activité normale, mais des soustractions frauduleuses de biens ou des détournements manifestes. Donc tout ça, c'est des enquêtes qui vont le montrer. Et puis, en général, les gens, à moins qu'ils ne soient vraiment sans vergogne, mais quand ils sont pris, qu'ils ne peuvent plus reculer, ils développent des réflexes de négociateurs. Hein. Ils vont essayer de monnayer. Si je vous donne tel, qu'est-ce que vous allez me donner? Et puis, à moins que l'argent ait été dissipé, dilapidé, etc., là, on a le choix de sanctionner l'aspect pénal. Et puis, les amendes vont intervenir. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais il y aura toujours l'effet sûreté sur son patrimoine futur. Mais il y a des poursuites qui n'ont d'intérêt que l'aspect pédagogique, pénal, de sanctionner le comportement. Et il y a d'autres où on va peut-être s'épargner l'aspect procédure longue, en mobilisant beaucoup de moyens de l'État, beaucoup d'avocats, de juges. Si la personne est assez... Ils sont intelligents en général, les gestionnaires, ils savent. Et donc, si elle se dit, je suis en mesure de trouver un arrangement, ils sont disposés à le faire. Beaucoup d'affaires dans le monde de l'entreprise se règlent sans que les tribunaux soient impliqués. Et d'ailleurs, quand ça arrive, ils prévoient souvent des clauses d'arbitrage ou des négociations. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le domaine juridique des formes alternatives de règlement des différends. Donc c'est pour dire que même les juges ou les magistrats doivent être ouverts à ça avant de se lancer dans de longs procès. Parce qu'aujourd'hui, certaines sociétés ont des armées d'avocats qui ont un budget qui est là juste pour supporter les poursuites. Et donc quand on sait jouer avec les procédures, parce que aussi, comme on dit, il faut savoir défendre son client avec une défense vigoureuse parfois, on a tellement de leviers, de moyens de ralentir, mais ça fait partie du droit. Quand on va dire, vous avez jusqu'à au mois pour produire tel document, vous n'êtes pas obligé de le rendre demain. Vous pouvez attendre le 29e jour pour donner le document. Donc, mis bout à bout, on peut se retrouver à des procès qui vont prendre des années. Ramener à la longueur d'un mandat de 5 ans, parfois ça peut être risqué de s'engager dans des affaires. Comment y procéder pour recouvrer les biens en évitant, par exemple, ces longues procédures? Comment? Ça dépend de la personne qu'on a en face. Si elle est prête à collaborer ou elle est disposée à collaborer, selon aussi la qualité de la preuve qu'on a. Ça veut dire que les investigations ont été bien faites en amont et que quand la preuve est indiscutable, d'ailleurs, en général, le procureur, quand il propose la négociation, en tout cas dans nos systèmes nord-américains à nous, quand il vous propose une négociation, c'est qu'il n'est pas trop sûr, c'est du 50-50. Donc plutôt que d'aller prendre le risque de se prendre une veste devant le juge, il va un peu, comme au poker, bluffer avec vous, et puis je vous donne plaider coupable, je réduit peut-être les poursuites ou le montant, etc. On va aller s'arranger. Donc, au moins, on a trouvé une base de négociation sur l'aspect. De toute façon, si on sait que vous êtes coupable, vous n'allez pas échapper. Mais si vous plaidez peut-être coupable sur un montant inférieur, on peut au moins accélérer la procédure et gagner du temps. D'autres, ils n'ont absolument aucun argument à opposer. En ce moment-là, il y a des moyens, même comment dirais-je, des moyens pour anticiper, on peut aller saisir leurs biens. Ça se fait, en autant qu'on sache où se trouve le bien. Donc ça, c'est le travail des investigateurs, de savoir
tel immeuble vous appartient, tel compte vous appartient. Et donc, lorsque tous les robinets sont fermés et que la personne sait qu'elle est fait comme un rat, entre guillemets, excusez-moi l'expression, en général, ils collaborent. Donc, ils sont et prêts vous à avez céder. l'impression qu'on est en face de ce cas présentement, avec ces autorités qui annoncent certainement l'ouverture de ces redditions? Je sais qu'ils ont une preuve solide, c'est clair. Maintenant, vu le profil des gens qui sont poursuivis, j'ai l'impression que c'est des gens, soit ils ne réalisent pas l'état de gravité de leur situation, ou alors ils sont dans une forme de baroud d'honneur à défier, entre guillemets, pour, je ne sais pas, quelques gains politiques, ou alors c'est juste des gens sans vergogne, parce qu'en bout de ligne, ils ne vont pas échapper. En tout cas, s'il y a une réelle volonté, et je le pense, que les autorités ne veulent pas lâcher un morceau d'argent public qu'ils ont dilapidé, ils vont payer, c'est sûr. Et pour vous, quelle est l'ampleur du mal? De ce que j'en sais, je sais qu'on a assisté à un saccage en règle. J'ai l'impression que ces gens-là peut-être pensaient qu'ils n'allaient jamais partir. Peut-être aussi la population a été prise un peu de court du fait de peut-être la brutalité du dénouement, parce qu'on a reporté les élections, on pensait que c'était fait, et puis d'un coup, l'histoire commence à se détricoter, et puis voilà, on arrive à une situation peut-être à laquelle on n'était pas prêt à découvrir l'ampleur des dégâts. Mais les dégâts sont là, c'est quelque chose qui est admis, c'est très sérieux. On est obligé de l'assumer la situation puis d'avancer. Ça ne sert à rien non plus d'alarmer les populations. Les gens sont élus pour régler des problèmes. Quelle que soit la situation, il faut l'assumer. Mais il ne faut absolument pas laisser ou donner l'impression qu'on va juste passer la pommade et puis on s'embrasse tout seul, on est le même pays. Non, il y a des actes hautement criminels qui ont été commis, mais il faut les sanctionner. Et il y a beaucoup de biens qui ont été dissipés du trésor public, il faut les ramener. Aujourd'hui, quand c'est des biens immeubles, c'est très facile de les appréhender. Quel que soit l'endroit, ici, en France, ailleurs, un bâtiment ne disparaît pas. La terre ne disparaît pas. C'est un jeu d'écriture, ça peut se rétablir. Maintenant, c'est quand il s'agit de flux financiers de nature illicite, par exemple, là ça peut être compliqué parce qu'il y a le secret bancaire. Quoique on arrive à les lever, parfois c'est des montages de sociétés. Oui, mais de plus en plus, ces flux financiers posent problème. Un grand mal pour nos pays en développement. Oui. En tant qu'avocat des affaires, quelle impression en termes de moyens pour y mettre un terme dans le Sénégal d'aujourd'hui? En fait, ce n'est même pas le travail de l'avocat d'affaires, mais c'est sûr que l'avocat d'affaires, oui, il va formuler des montages, il va conseiller. C'est plus un travail de fiscaliste parfois ou de banquier, etc. Donc l'aspect juridique va venir après. Mais c'est plus un système de montage et de dissimulation de l'actionnaire réel pour que l'actionnaire principal ou le détenteur principal ne puisse pas apparaître en bout de ligne. Donc parfois, c'est des opérations très complexes qui font intervenir beaucoup de corps de métier dans les banques d'affaires, au milieu des avocats, les fiscalistes, les comptables, etc. Une forme de dématérialisation de tous les aspects financiers, donc de sorte à dissoudre un peu le patrimoine, tout en sachant dans quel compte après ça va réapparaître sous l'identité dissimulée de la réelle personne. Alors, Maître Kanté, Pape Djibril Kanté, avocat sénégalo-canadien, expert justement en droit des affaires, mais dites-nous, en parlant de l'ampleur du mal, dans le cadre de la reddition des comptes, que peut gagner le Sénégal dans ce dossier? Juste en termes d'image, moi je pense que c'est énorme parce que on est dans un nouveau paradigme. C'est la première fois, je pense depuis beaucoup d'années, où les autorités affichent une réelle volonté de
faire mener les politiques publiques par le biais de la bonne gouvernance, réellement. Et c'est quelque chose qui a été un peu accepté par la population et il y a une très forte attente à ce niveau-là. Comme j'ai dit, il faut quand même qu'on pose des actes concrets pour pouvoir évaluer. Qu'est-ce devrait être le premier acte à poser? On est dans un pays où tout est urgence. Mais dans le cadre de la reddition des comptes, dans le cadre de quel premier acte? Les premiers actes, pour moi, d'abord, c'est stopper, faire cesser le trouble. Quand je dis ça, c'est que les personnes, par exemple, qui sont en poste, qui faisaient fonctionner l'ancien régime et qui encourageaient ou qui étaient complices de ces détournements ou de cette mauvaise gestion, soient mis hors d'état de nuire. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on parle du balai du président. Je pense que le balai, il faut qu'il s'active, mais bougrement vite. Que ces gens-là puissent être interrompus dans leur acte quotidien, soit de sabotage ou de dissimulation des actes qu'ils ont posés préalablement. Donc ça, c'est une chose. Donc une fois qu'on aura vraiment changé d'équipe, mis des hommes nouveaux, au moins, on saura faire l'état des lieux correctement. Parce qu'aussi, on ne peut pas travailler ou confier des fonctions stratégiques à des gens, non seulement qui ont participé au saccage des finances publiques, mais dont on n'a pas réellement confiance, ou en tout cas qui n'adhèrent pas à votre projet. C'est assez problématique. Donc je pense qu'il faut que le nettoyage soit complété. Et puis faire l'état des lieux, savoir c'est quoi l'état des comptes réels, des comptes de la nation, qu'est-ce qu'on a. C'est là où la question se pose également. Il n'y a pas encore de lisibilité à ce niveau. Oui, parce que comme les gens viennent d'arriver, ils s'installent, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt de leur demander d'avoir un tableau clair, détaillé. Quoique, je pense qu'ils font quand même des efforts à ce niveau-là. Mais on peut leur laisser cette courtoisie temporelle pour on peut mettre les équipes en place, et faire l'état des lieux. Et peut-être au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on connaît la tendance vers où aller. Là, on est dans une phase de démarrage. Là, on n'a même pas encore mis le pied sur l'accélérateur. Donc, c'est un peu prématuré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de reprise en main des leviers de l'État. Mais l'État, c'est une grosse machine. C'est 12 ans ou plus même de gestion qu'on est en train de remettre en cause. Tout n'est pas forcément mauvais pendant ces 12 ans, 20 ans, mais il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Donc, il faut du temps pour digérer toute cette information et de redéployer les politiques qu'on va mettre en place. Pour mettre en place, nous allons parler maintenant d'une information annoncée par les autorités publiques. Il s'agit de la renégociation des contrats et conventions. Aujourd'hui, dites-nous, Maître Kanté, comment cette renégociation doit-elle donc s'organiser pour une bonne information du public? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots négociation ou renégociation, parce qu'en général... Dans le cas d'espèces, oui. Ça peut être renégociation pour quel type de contrat? Ça peut être n'importe quel contrat commercial, ça peut être contrat minier, ça peut être pétro-gazier, etc. C'est ça. Et en général, dans le domaine pétrolier, par exemple, c'est des contrats types. C'est sûr qu'il y a une législation nationale, il y a une législation internationale, mais dans tout contrat, il y a des clauses qui prévoient l'ouverture de négociations parce que simplement la situation change, il y a une situation exceptionnelle, il y a des circonstances imprévues, circonstances exceptionnelles, et parfois pour des raisons politiques, oui, ça se comprend, une nouvelle majorité vient, on a une nouvelle orientation, et les partenaires, en tout cas les partis, s'attendent parce que c'est pas des novices, les entreprises, c'est des gens qui sont capables de se projeter depuis sur 50 ans. Donc ils savent très bien qu'au Sénégal, dans 5 ans,
ou dans 10 ans, il y aura un changement. Ils sont capables de le faire parce qu'ils ont les données. Vous avez suivi, le chef de l'État a dit clairement qu'il y a certains contrats qui vont être renégociés. Parfaitement, il en a parfaitement le droit. Et les sociétés pétrolières le savent. Ils ont le budget qui est préparé en conséquence. Donc, ce n'est pas des gens qui vont commencer à sauter, à entamer un bras de fer. Non, certainement qu'ils vont dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez changer? Parce qu'aussi, on peut se parler entre personnes raisonnables pour voir. L'État du Sénégal dit, écoutez, vous avez fait affaire avec des représentants de l'État du Sénégal qui n'ont pas négocié au meilleur des intérêts pour notre pays. On vous a quasiment, je prends l'exemple, on vous a quasiment donné tel type de ressources pour rien, et puis nous, on a la portion qu'on veut. Nous, on va changer ça parce que nous avons une vision de gagner autant que vous. On ne dit pas que vous n'allez rien gagner, que vous Dans le cadre des ressources minières, par exemple, il y a beaucoup à dire. Ces compagnies ont bien suivi la campagne électorale. Ces compagnies savent très bien c'est quoi le contenu local. À ce niveau, il y a un problème. Voilà. Et donc, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que... Dans le cadre du respect du contenu local. C'est ça. Parce que tout simplement, il y avait un gouvernement qui n'était pas très regardant ou qui n'avait pas tel type d'exigence pour faire respecter le contenu local. Et il n'y a pas que ça, mais il y a des investissements qui doivent accompagner quand on arrive dans une localité. Il y a l'environnement qui rentre en ligne de compte. Donc, quand l'État vient avec toutes ces informations pour dedans, déjà, vous n'êtes pas aux normes par rapport à la réglementation environnementale, vous n'êtes pas aux normes par rapport au contenu local. Et cerise sur le gâteau, nous, on trouve que vous n'investissez pas, vous prenez trop pour ce que c'est. Nous, on n'a rien. Donc, il faut remettre les choses en place. Ouais. Certaines personnes vont dire, ah non, mais parce que vous avez signé. Oui, mais est-ce que ça arrange une société internationale qui a une réputation, quand on va aller en arbitrage ou en jugement à l'international, de dire tel type de société est en conflit avec l'État du Sénégal parce qu'elle a eu des avantages indus, soit par la corruption, par je sais pas, des sous de table, etc., pour avoir telle concession. C'est vrai que ça se fait, mais parfois aussi les compagnies ont une réputation, une image à préserver. Donc, parfois, on peut laisser certaines choses... on peut revenir à un équilibre, on va dire, que personne ne soit lésé. Et puis, entre nous, ce n'est pas le fait de rehausser le niveau de participation aux intérêts du Sénégal qui va remettre en cause fondamentalement les gains de ces compagnies-là. Ce n'est pas des pauvres. Ils sont très bien capables d'absorber, entre guillemets, le manque à gagner. C'est où ça, ou lorsque le terme sera échu, on va prendre d'autres partenaires. Oui, alors de ce point de vue, toujours dans ce même registre, on sait que jusqu'ici, on n'a pas une claire idée de la liste des conventions et contrats qui sont concernés par la renégociation. Seulement les contrats de pêche ont été annoncés. Le Sénégal doit-il s'entourer pour mener à bien ces négociations? Comment? Ah, mais largement. Bien s'entourer, ça c'est clair. Que ce soit les ressources humaines dont l'État dispose, mais également les ressources du privé. Quand on va en négociation, on salit les meilleurs profits. Le Sénégal n'en manque pas, mais on ne va pas en négociation avec des gens qui ont 30 avocats, et puis on est juste 2 personnes, puis les runs de négociation peuvent durer 72 heures. Donc à un moment, juste par l'effet de l'épuisement, on n'est plus à même de mieux représenter son pays. Donc parfois on peut laisser des choses passer qui ne sont pas à notre faveur. C'est des choses. Mais je pense que les nouvelles autorités ont une posture en tout cas qui rassure. Et nos partenaires ont aussi entendu dans la phase de conquête du pouvoir à quel type de personnes on avait affaire. Quel était leur... Parce qu'ils savent, ils ont lu les programmes, ils ont suivi Ousmane Sonko depuis des années. Moi-même, avec d'autres camarades, d'autres collègues, on a parlé beaucoup de l'affaire Petro-Tim. Donc c'est des choses qui ont éveillé un peu
pas soupçon, mais leur C'est intérêt. des dossiers qui peuvent revenir ou comment? En tout cas, moi j'ai l'impression que tout est Petro-Tim, ouvert. par exemple. Ben, ça va être ouvert. Comment est-ce qu'on peut imaginer que, ne serait-ce que un Premier ministre a été impliqué à son insu avec des signatures, même si en bout de ligne il a la responsabilité fonctionnelle. Mais comment est-ce qu'on peut faire un faux rapport de présentation pour demander au président de signer un décret qui octroie des permis à des gens qui n'ont aucune compétence là-dessus. Donc, déjà dès le début, ce contrat ne peut pas être valide. Mais c'est sûr que ça a un commencement d'exécution. Après, il y a eu des changements au niveau de l'actionnariat, mais on peut tout remonter et puis faire une... Juridiquement? Oui, mais tout simplement en faisant une réparation par équivalent. Mais tout n'est pas perdu. Hein. C'est sûr que on est parti du mauvais pied, et puis il y a eu cette volonté des autorités d'alors de dissimulation, de déni, et parfois même on avait l'impression qu'ils étaient du côté de l'autre entreprise qui forcément ne concourait pas à notre mieux-être financier. Et donc ça, c'est des choses mais forcément qui vont être remis à plat. Ah oui. Et je vois que M. Aline Gueye, qui était à l'époque même dans le dossier Petro-Tim, qui est très au fait de la situation, maintenant nommé directeur, je pense, de la SAR ou de Petrosen, en tout cas, il est dans le dispositif. Et il y a l'ancien premier ministre, il y a assez d'autorités qui sont bien au fait du dossier. Et que, comme j'ai dit, parfois, vu le changement de circonstances, les compagnies pétrolières peuvent reconsidérer leur politique ou leur attitude et aboutir à certains réajustements de dédommagement. C'est déjà arrivé. C'est sûr que ça prend du temps, mais il faut une Donc équipe. quand vous dites remonter, c'est depuis l'octroi des licences jusqu'à maintenant? Mais oui, parce que c'est ça qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Une personne qui bénéficie de biens sans la mériter, ayant de contrat là-dessus, c'est sûr qu'on ne peut pas effacer les actes, mais on peut valoriser les montants qui sont en jeu. Tel argent est parti dans tel autre endroit, etc. En bout de compte, l'État du Sénégal peut dire, moi, j'ai tel manque à gagner et je demande ce montant à telle personne parce que vous êtes enrichi de façon indue sur mon patrimoine. Et demander à la personne, en mettant en place toute la preuve qui supporte, et de le faire. Ça peut être en négociation, ça peut être en arbitrage, si c'est des clauses d'arbitrage qui ont été prévues, ça peut être devant des juridictions. Mais en tout cas, la technique est là, c'est très possible, comme je dis. Oui, et donc on est parti pour une longue étape de vérification, de procédure pour justement recouvrer les biens du Sénégal. C'est sûr que ça peut se faire à court, moyen terme. Si les gens sont de bonne volonté, qu'ils veulent continuer la collaboration, parce que je pense qu'il est de l'intérêt de ces compagnies de continuer à exploiter les ressources qu'on a en partage. Il y a une première étape d'investissement qui a été faite, et puis il faut récupérer cette partie. Mais après, les bénéfices doivent être répartis de façon équitable. On ne peut pas avoir notre pétrole, notre or ou notre zircon et n'avoir que la portion vraiment minimale, et puis sous prétexte que c'est eux qui ont l'expertise, qu'ils doivent venir tout ramasser et partir. On n'est plus dans le schéma d'exploitation des années 60. La génération d'aujourd'hui, en Afrique, a beaucoup changé. On ne le permettra même pas aux nouvelles autorités. Déjà, au regard de l'inventaire, il y a l'or, le fer, le phosphate, le zircon, le titane, l'uranium. Oui, les ressources sont là, sans compter les ressources minières. Tout à fait. Et puis, il y a toute une chaîne de valeur, justement, on en parle beaucoup en ce moment, sur l'exploitation de l'or ou du fer, parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent revenir dans l'extraction. Donc, il y a beaucoup de choses. Le potentiel est là, en tout cas. Et puis, je pense que les autorités ont montré
une volonté, mais claire, sans équivoque, que les choses doivent changer. L'autre défi, Maître Kanté, c'est de protéger ces ressources pour les futures générations. Comment? Déjà, il faut que les futures générations soient en bonne santé lorsqu'elles sont censées recevoir le bénéfice de ces ressources. Mais dans un premier temps, il faut aussi qu'on soit conscient de notre environnement. Donc, on va permettre à ces gens-là d'exploiter nos ressources, mais en mettant en place aussi une politique environnementale très stricte. Parce que ça ne sert à rien aussi d'avoir de l'argent pour aller se soigner. Quand notre environnement sera détruit dans la zone sud-est, qui fait aussi partie d'un des greniers du pays, tout ce qui est exploitation des zircons, tous les dégâts que ça fait en Casamance, etc., au nord. Donc il y a aussi une conscience environnementale à éveiller au niveau des populations et au niveau des entreprises. Les entreprises, elles le savent, seulement elles ne vont pas le respecter si elles n'ont pas en face des autorités qui sont assez fermes. Et de ce point de vue, je pense que nos autorités le sont, en autant qu'elles mettent en place une politique environnementale stricte et se donner les moyens de le faire respecter. Et ça, c'est une première étape. Le bénéfice même de la ressource qu'on exploite, peut-être il y a des comptes souverains qu'on dit pour les générations futures. Ça, c'est un aspect. C'est plus un aspect de bonne gestion, tout simplement. Gouvernance. Puis, pour l'instant, on n'est pas à des sommes astronomiques pour l'exploitation du pétrole, mais au moins qu'on soit dans une tendance où les choses sont bien gérées, et qu'on ne soit pas dans un schéma où 90-10, la société prend tout et s'en va, et qu'il y ait justement pour ces générations-là une bonne relève, et que progressivement qu'on soit dans une situation où on aura notre propre capacité à exploiter nos propres ressources. Donc que ça soit moins des contrats d'accompagnement entre guillemets, que je pourrais dire, avec un transfert de technologie. Mais je pense qu'on parle beaucoup de souveraineté. La souveraineté aujourd'hui doit être la matrice de nos nouvelles politiques publiques et par le biais duquel on doit envisager toutes nos politiques. Quand on parle de souveraineté, demain, on doit pouvoir exploiter notre pétrole de façon souveraine. Ça veut dire toute une chaîne de valeur qui est autonome. C'est clair, on est en obligation de capacitation de tout, dans tous les secteurs, et pour être aux normes au niveau mondial. Notre pays va devoir jouer dans des ligues majeures, sans prétention, mais on en est là aujourd'hui, avec tout le potentiel qu'on a. Enfin, c'est le constat que le Sénégal soit un pays avec autant de ressources et qu'on en soit là. Quelle réflexion? Je pense qu'on a fini de faire le diagnostic. C'est sûr que c'est à déplorer, mais aujourd'hui, on a au moins la volonté. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Lorsqu'on a une volonté réelle, politique, de changer les choses, de se reprendre en main, c'est déjà une bonne chose, parce qu'on était dans des situations où les autorités faisaient peu de cas du développement réel et du courage politique qu'il fallait. Aujourd'hui, on a des équipes qui assument ce rôle-là. Je pense qu'ils le font avec assez de lucidité. Contrairement à ce que je crois, ce n'est pas des gens qui sont des casse-gueules, qui vont vouloir tout casser, non. Mais c'est juste qu'aussi on est à un niveau d'évolution de l'humanité en Afrique, où les générations sont très décomplexées maintenant. On est très conscient de nos capacités, de nos ressources. Et puis, on n'a pas de complexe aujourd'hui pour dire on est capable de faire comme les Japonais font, comme les Indiens font, comme les Chinois font. C'est même mieux. C'est ça. Donc, au moins, c'est très rassurant, moi, de ce que je vois. La jeunesse n'a pas de complexe. Il faut juste lui tenir la main, lui parler, l'encourager, beaucoup communiquer. Les gens savent faire les sacrifices qu'il faut
lorsqu'on leur parle, ils sont raisonnables. Je pense à beaucoup de choses qui peuvent être faites dans la ville aujourd'hui. Oui, et justement de ce point de vue, vous suivez l'actualité, vous parlez de cette jeunesse, mais elle est en face de multiples problèmes avec, oui, l'immigration irrégulière, mais vous avez vu aussi la drogue, Pape Djibril Kanté, maître. Cette drogue, le Sénégal est devenu une plaque tournante. Comment juguler ce mal? C'est un problème qui est mondial, hein, la question de la drogue. Je pense que nos pays à eux seuls sont un peu désarmés si on aborde la question en solo. Je pense qu'il faut beaucoup travailler avec les organismes sous-régionaux, la CEDEAO, qu'il ne faut pas laisser péricliter, mais c'est sûr qu'il faut une refondation. Il faut un autre paradigme au niveau de sa gouvernance. Mais il y a des outils qui existent au sein de l'UEMOA. On a un système bancaire sous-régional qui fait qu'on peut beaucoup travailler en collaboration avec d'autres organismes dans le monde. On a des organes de l'ONU qui travaillent, la CENTIF, Interpol, etc. Les outils sont là. C'est juste qu'il faut davantage renforcer la coopération et puis peut-être aussi avoir une politique plus en économie, en tout cas, dans l'économie plus favorable, que l'emploi, lorsqu'elle est dans sa phase optimale, on va dire, les gens ont moins tendance à aller dans des activités illicites comme ça. Mais je pense qu'on exploite beaucoup la misère et puis le trafic de drogue, c'est une grosse industrie. Ça quitte l'Amérique du Sud. Maintenant, ils prennent des bateaux, on arrive, avant de transiter en Europe, dans les côtes ouest-africaines. Et puis de là, ça part dans tous les sens. Ça sert aussi de blanchiment. Donc, les activités économiques qui sont là aussi doivent être assez surveillées pour... Et même du trafic humain. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de trafic auquel la jeunesse aujourd'hui est confrontée. Et que en filigrane de tout ça, c'est la misère économique. Donc, le gros du travail, c'est l'économie. Il faut que l'économie circule, il faut que l'économie se remette en marche. Le débat doit être axé sur l'économie désormais. Absolument. Et de ce point de vue, le temps des réformes également, pour justement envisager une économie performante. La justice, parlons-en avec ces réformes. Oui, le président de la République et le garde des Sceaux qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature. Oui, quelle est votre position? Moi, personnellement, ça me dérange parce que quand on considère que les pouvoirs doivent être séparés, on a un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Pourquoi l'exécutif devrait être présent au cœur du système judiciaire? Pour moi, c'est un peu antinomique. Ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, parce qu'on est dans un système, comme il disait, de check and balance. Chacun se contrôle pour un peu équilibrer les pouvoirs. Mais on ne voit pas le président aller à la plénière de l'Assemblée nationale siéger, par exemple. Quand il y a partage de voix, qu'on dise que le président de la République va donner son avis. Je pense qu'il y a une certaine infantilisation de la justice, c'est une forme d'anomalie. Peut-être que les gens ont peur que les juges aient un hyper pouvoir, qu'ils puissent être au-dessus des lois eux-mêmes. Mais je pense qu'il faut juste faire confiance à nos institutions, mais aussi écrire les lois et bâtir les structures de sorte que ça soit impossible d'arriver à des dérives comme ça. Parce qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas Canada, il n'y a pas de représentant de l'exécutif dans le conseil de la magistrature, oui. Mais les juges sont indépendants, pareil. Le pouvoir disciplinaire du conseil est très, très ferme. Et puis, il faut aussi que la magistrature en elle-même puisse envoyer l'idée, en tout cas une apparence de partialité. Il ne faut pas que ça soit un club fermé, que les Sénégalais ne sachent pas qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se dit. Une république des juges, puis, des magistrats. Voilà. Oui, on a tendance un peu à leur jeter ça, mais il faut.
c'est quoi République des juges? Ils ne peuvent pas inventer des lois de toute façon. Et de toute façon, un juge ne peut appliquer que la loi qui est... Mais faudrait-il aller jusqu'à l'élargissement de ce conseil aux autres membres Moi, je le crois. Par contre, là, oui, il ne faut pas qu'ils soient en solo, qu'ils puissent décider eux-mêmes de qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Ils peuvent donner leur avis, c'est important. Mais la justice appartient aux Sénégalais. Eux, ils sont là pour servir les Sénégalais. Donc, à un moment, il faut qu'on soit dans une situation où les Sénégalais peuvent poser le regard sur ce qui se fait, être présents lors des débats, que ce soit à travers un représentant. La formule peut changer, mais il ne faut pas que ce soit un petit comité très cloisonné, qu'on ne sache pas qu'est-ce qui se fait, on devrait pouvoir contrôler même leur carrière. Parce que nous avons voulu que telle personne nous juge, mais pour qu'elle puisse nous juger, il lui faut tel type de compétences, il lui faut tel type de passage, etc. Ça peut se discuter. Et puis c'est des critères objectifs. Maintenant, le déroulement de leur carrière, je pense qu'on peut leur laisser s'organiser, encore une fois avec des outils d'évaluation objectifs qu'on va leur donner, mais ils ne vont pas faire avec une forme de pouvoir discrétionnaire. Non, mais tout sera, à mon avis, en tout cas, clairement défini là. Donc pour moi, l'indépendance, ce n'est pas juste le fait que le président ne soit pas au sein de la magistrature. Il peut très bien être hors du conseil et par d'autres leviers pouvoir influer sur la carrière des magistrats, sur le déroulement de la justice, sur le déroulement de sa carrière. Donc c'est un des aspects. Et l'autre, l'indépendance financière. On peut bien dire qu'on vous donne tous les pouvoirs, soyez indépendant, mais si je retiens votre budget et que je contrôle même le décaissement ou comment fonctionne votre structure, là vous serez plus à même de faire fonctionner l'administration de la justice. Avec un cahier de charges clair. C'est ça. Quand on a un président garant de la Constitution, il n'y a pas à désespérer pour qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Je pense que la personnalité du président de la République, il joue pour beaucoup. Je pense qu'on a actuellement un président qui a montré qu'il sait gouverner sans aimer le pouvoir en tant que tel. Le Premier ministre aussi. Je ne les vois pas en train de vouloir s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Et ce serait malvenu parce qu'ils en ont été victimes eux-mêmes. Donc, je pense et puis les populations ne leur pardonneraient pas cela. Alors, une dernière question. Doit-on passer par une refondation totale de notre mode de gouvernance pour résoudre l'épineux problème de la citoyenneté? Depuis quelques années, on a un peu laissé ces sujets un peu soit à la société civile. En tout cas, ça a déserté un peu le débat public. Et même au niveau de la jeunesse, ça vient avec toutes les questions de civisme, d'intérêt pour la chose. Alors doit-on passer par une refondation totale? Quand je parle de refondation totale, c'est une refondation totale des institutions. Oui. Mais c'est sûr que certaines choses doivent être... Dans notre mode de gouvernance. Oui. Je pense qu'il est temps de repenser à notre contrat social, à notre comment vouloir vivre ensemble. Mais ça doit partir effectivement dès le bas âge. La citoyenneté va s'apprendre depuis le primaire. Il y a des choses il faut faire une recette vraiment de la mentalité du Sénégalais, le nouveau type de Sénégalais dont on parle. Il faut revoir ces questions-là. Il faut des assises un peu partout, dans tous les segments de la société. Mais la question de la citoyenneté, je pense que l'éveil citoyen s'est beaucoup affirmé quand même avec l'événement des réseaux sociaux. Mais il faut la canaliser, il faut qu'on sache vers où on va aller, vers quoi on aspire et qu'on essaie d'accompagner cela. Mais voilà ce que je voulais dire là. Merci beaucoup, Maître Kanté, avocat sénégalo-canadien, expert en droit des affaires. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aura certainement d'autres occasions. Il a été question de la reddition des comptes. Absolument.
Nous avons également parlé de la renégociation des contrats et conventions et également parlé des réformes en cours, surtout dans le cadre de la justice. Merci. Merci. Ben, tout le plaisir était pour moi. Je n'ai pas vu l'heure passer tellement le débat était enrichissant. Et puis, voilà, c'est des choses qui nous passionnent. Le pays est engagé dans plusieurs chantiers. Je pense que tout le monde a sa contribution à faire et qu'on se doit d'accompagner. Comment il est perçu le Sénégal de l'extérieur, vous qui êtes de l'autre côté du Canada, par exemple? Je dois dire que lorsque les événements depuis 2021 ont eu lieu, les gens étaient étonnés. Mais pourquoi? Comment ça se fait que ça se passe? Voilà. C'est très traumatisant. Les gens passent ils ne dorment pas tous les jours. Au réveil, le premier réflexe, c'est comment va le pays. Comment va le pays. C'est quelque chose de très lourd. Donc, quand l'élection s'est passée, il y a eu un gros soulagement. Et puis, on recevait des appels d'un peu partout dans le monde, des gens qui avaient une excellente image du Sénégal et qui ne comprenaient pas. Parfois, qui étaient gênés de nous interpeller parce qu'ils ne pensaient pas un jour pouvoir nous interpeller sur des questions de gouvernance telle qu'on l'a connue ou de violation des droits de l'homme, ces choses-là. Donc, c'était des gens plutôt solidaires et compatissants qui nous ont félicités de ce qui s'est passé. On a fait aussi notre devoir, même étant à l'étranger, pour que les choses changent. On a actionné des leviers qui étaient les nôtres pour qu'on puisse agir sur nos gouvernants de l'époque, pour qu'ils puissent changer certaines choses. Alors, et maintenant, le Sénégal est-il devenu attractif en tant qu'avocat des affaires? Ça va se jouer aux actes qu'on va poser, mais c'est sûr que le monde des affaires a d'abord besoin de stabilité, et de visibilité, de savoir que si je mets mes billes ici, est-ce que je ne vais pas les perdre parce qu'il y a la politique instable ou même le système judiciaire et juridique. Est-ce que j'ai une sécurité par rapport à ça? Est-ce qu'on peut casser mon contrat du jour au lendemain pour un rien du tout, etc. Donc, on a besoin de baliser les chemins. Et puis, je pense que pour l'instant, les gens sont plus soulagés. Ils se disent, OK, on part pour un 5 ans calme, et puis on a le temps de voir venir. Mais ça va s'accompagner certainement avec des réformes sur le plan économique, qui a un aspect judiciaire forcément. Mais il y a des choses très intéressantes pour les investisseurs au Sénégal. Le Sénégal est très attractif, c'est un pays pacifique. Les gens sont ouverts au monde. Ils ont tout intérêt à venir s'installer et puis faire marcher notre économie. En tout cas, de par ma petite voix, j'invite et j'inviterai tous mes partenaires à venir au Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. La fin d'Objection de ce dimanche qui avait comme invité un avocat sénégalo-canadien. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête à Lune Badra Socé. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé